Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Joumana Chahal Tadmouri, conservatrice du patrimoine et fondatrice de l'association Patrimoine Tripoli-Liban. Merci Joumana d'être avec nous. Merci Lynn de m'avoir invitée. Alors Joumana, vous êtes docteur en littérature et vous avez notamment étudié la poésie lyrique du Moyen Âge. Et puis, il y a quelques années, en 2008 précisément, vous fondez l'association Tripoli-Liban. Donc, racontez-nous un peu ce cheminement de littérature à patrimoine. En effet, ça peut paraître un peu étrange de passer de la poésie lyrique au patrimoine, mais l'histoire est très drôle. Je l'ai simplement appris. Je l'ai appréhendé, en fait, je l'ai connu après 2006. L'histoire, c'est que j'ai quitté le Liban à l'âge de 18 ans pour les études à Paris, à la Sorbonne, pour faire de la littérature. Comme dans la lignée familiale, on est tous dans la littérature de côté de ma mère. Et une fois, durant mes lectures, je suis tombée par hasard sur la comtesse de Tripoli, ce qui m'a fortement intriguée. J'étais vraiment très intriguée pour savoir qui était cette princesse, cette comtesse de Tripoli qui aurait eu une relation amoureuse avec un troubadour. Le troubadour est venu la rencontrer dans la citadelle de Tripoli après une longue histoire d'amour tout à fait idyllique et tout à fait sans jamais s'être rencontré ou vu. Il en avait entendu parler par un berger. Il lui écrivit énormément il lui composa des vers qu'elle recevait. Elle est tombée amoureuse de lui. Et il a décidé de faire le trajet depuis le sud de la France jusqu'à Tripoli pour la rencontrer. Donc, vous avez étudié ça en France? En France, l'histoire m'avait, bon, j'avais 18 ans, 19 ans, l'histoire m'avait paru très attachante. C'était aussi un peu un clin d'œil pour mon Liban que je quittais. J'étais très nostalgique de ce pays et également de Tripoli dans laquelle j'avais grandi. Et une fois à Et donc, vous avez Tripoli, connu l'âge d'or? Effectivement, oui, bien sûr, évidemment. Enfin, vraiment vers la fin, puisque la guerre a éclaté, j'avais à peine 7 ans. Donc l'histoire se termine par l'arrivée du poète. La princesse, la comtesse descend de son donjon pour l'accueillir aux portes du château fort, le château fort de mon enfance. Là, il s'agit vraiment de ma ville natale et de mon enfance, et il meurt dans ses bras. Et de là est né un peu le thème de la fine amour en littérature. La fine amour, c'est l'amour platonique entre la mort du poète à la fin de l'amour d'amour, la mort d'amour, ce qui pour moi apparaissait quelque chose d'extraordinaire. Je m'étais imaginé, c'était vraiment une légende, mais je m'étais imaginé que le thème de la fine amour était né à Tripoli et que je me suis imaginé comment à Tripoli, à l'époque, on parlait la langue d'oc. Et pour moi, c'était une découverte extraordinaire. Et je suis partie dans cette spécialité et j'ai donc décidé de me spécialiser dans la poésie lyrique. Pour moi, c'était très important de pouvoir comprendre les liens qu'il peut y avoir dans ce choc de culture, puisqu'il s'agissait donc de la poésie, la première poésie amoureuse en France. Avant, tout était centré sur la poésie religieuse ou épique. Et là, pour la première fois, est née en France la poésie amoureuse, qui était donc un peu une influence de la poésie arabo-andalouse, la poésie arabe, dans laquelle j'ai baigné pendant toute mon enfance. Donc, pour moi, c'était le premier clin d'œil pour mon Liban et pour ma ville natale, Tripoli.
C'est très intéressant. On ne pense pas au côté qui peut relier l'Orient et l'Occident. Cette poésie qui relie l'Orient et l'Occident est très Mais intéressante. jusque-là, tout était très innocent et tout était très, en fait, c'était inconscient. Mm. Pourquoi j'allais vers cette poésie, je ne comprenais pas. C'est seulement en 2006, quand j'ai été, enfin, quand on a été évacués lors de l'invasion de juillet 2006, et que j'ai eu le gros choc et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et c'est là que j'ai compris que la poésie, c'était très bien. La poésie lyrique et les rapports entre les mouachahat et les troubadours, etc., c'était quelque chose d'extraordinaire. La légende de Geoffrey Rudel, que Amin Maalouf avait repris d'ailleurs dans sa pièce d'opéra L'amour de Tout loin, à fait. était quelque chose de Qu'on voit derrière primordial. vous Oui, d'ailleurs. voilà, exactement. Et donc, qui a été pour moi ce déclic qui m'a permis de savoir que j'avais besoin d'encore plus, et que derrière cette poésie se cachait aussi une civilisation, une histoire, et c'est cette histoire-là qui m'intéresse parce que c'est ma propre histoire. C'est découvrir d'où je viens, pourquoi cet attachement à ce pays, le Liban, pour lequel nous avons tous cet attachement, je dirais, euh, euh, dans les entrailles, en fait. Bien sûr. C'est plus qu'un attachement à un pays. Et puis, c'est aussi ce lien avec la pierre, avec ce cadre dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai eu une enfance extraordinaire, dans une famille qui s'intéressait énormément à la culture, aux arts, au patrimoine, et qui cultivait en moi cette chose-là. Bien sûr. Et donc, vous décidez à ce moment-là de passer de la poésie au concret. Voilà, exactement. Là, je décide de. J'étais aussi très. Enfin, c'est en 2006 où j'étais très, très contrariée par ce qui se passait dans mon pays. Et en même temps, je ne comprenais pas pourquoi on est en train de démolir notre pays de cette façon-là, et pourquoi on ne voit pas les belles choses que l'on voit, dans lesquelles nous pouvons très facilement, très aisément circuler et voir la beauté de ces lieux. Par exemple, là, on voit les souks de Tripoli qui sont vraiment des souks uniques maintenant dans le monde arabe, puisque Tripoli est une des plus anciennes villes de la côte est de la Méditerranée, une des plus riches, la dernière après Alep, puisqu'Alep avait été bombardée, a été bombardée donc pendant le printemps arabe. Aujourd'hui, cette ville a un potentiel patrimonial extraordinaire. Et je ne comprends pas comment on ne voit pas les mêmes choses que moi. Et c'est comme ça que mon histoire a commencé. Je me suis dit non, il faut que j'aide mon pays, il faut que je me lance dans l'histoire de l'art, dans le patrimoine. Et j'ai fait donc une spécialité en histoire de l'art, et je me suis lancée dans l'association aussi, parce que j'ai très bien compris que tout cela ne pouvait se faire que dans le cadre associatif, surtout que j'habite en France, je réside en France, le pays justement des droits de l'homme, de la culture, de l'art, du patrimoine. Et j'ai compris que là, on pouvait vraiment beaucoup nous aider dans la sauvegarde du patrimoine. Et en même temps, j'ai très bien compris que le lieu, j'ai trouvé le lieu où il fallait que j'apprenne tout ça. Et donc j'avais écrit à beaucoup de politiques français, et j'ai eu la réponse du président du Conseil régional d'Île-de-France à l'époque, qui m'a reçue dans son bureau et qui m'a proposé justement une mission au Conseil régional d'Île-de-France, où j'ai vraiment appris la technique de l'inventaire général du patrimoine. Et nous avons eu beaucoup de coopération avec le Conseil régional d'Île-de-France sur le cas de Tripoli, dans le cadre des journées d'études sur le patrimoine de Tripoli, qui nous ont amenés vers 3 axes, enfin 3 recommandations, qui sont l'inventaire général du patrimoine, la sensibilisation de la population et la mise en valeur du patrimoine, qui sont restées donc les bases de notre travail, sur lesquelles nous
nous avons établi notre travail dans le cadre de l'association. Dans le cadre de l'association. Oui, c'est de ça que je voulais parler, puisque c'est dans le cadre de cette association que vous visez à faire connaître, valoriser et promouvoir le patrimoine de Tripoli. Et le sauvegarder également. Et le sauvegarder, bien entendu. Donc, en pratique, comment cela se passe-t-il? Voilà, donc à partir de ces recommandations-là, qui étaient les recommandations des deux colloques internationaux qui ont eu lieu en 2012 et 2013 au Conseil régional d'Île-de-France, dans le service dans lequel je travaillais à l'époque, c'était donc l'inventaire général, connaître le patrimoine. On ne peut pas sauvegarder quelque chose dont on ne connaît pas l'histoire. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va aller sauvegarder une église, par exemple? Parce qu'elle a toute une histoire. Il y a quelque chose de très intéressant à découvrir. C'est comme une carte d'identité de chaque bâtiment. Bon, ça, nous n'avons pas réussi à convaincre les autorités libanaises de le faire. Donc, on est passé au deuxième axe, qui est la sensibilisation au patrimoine. Et nous avons créé pour cela un programme éducatif dans les écoles qui s'appelle Patrimoine en partage. C'est-à-dire que pour commencer à sensibiliser la population, on est passé par les bancs d'école. Il n'y a pas, dès le plus jeune âge, il faut que les enfants s'habituent à reconnaître le patrimoine. Et je vous assure, Lynn, que les enfants ne savaient pas dans quelle ville ils habitaient. Ils ne reconnaissaient pas leur patrimoine. Et une fois qu'ils ont découvert que la citadelle, par exemple, ils habitaient, la maison donne sur la citadelle, l'enfant nous disait « mais moi ça fait 10 ans que je vis là, je n'ai jamais vu cette citadelle, je ne l'ai jamais vue ». Et le fait de sensibiliser de cette façon-là crée une émulation dans la famille, avec les parents, etc. Le programme a très très bien fonctionné, ça a très bien marché jusqu'au moment où on a décidé de l'étendre à tout le nord du Liban. Et puis il y a eu le soulèvement, donc on n'a pas pu l'étendre à plus, mais ça a donné de très bons résultats. Et quand on a vu les résultats de ce projet, on s'est dit il faudrait l'étendre encore plus, ne pas s'arrêter dans les écoles et dans les familles, mais aller au niveau de la ville. Et là, on a commencé à réhabiliter des lieux patrimoniaux dans lesquels nous avons organisé des événements culturels qu'on a baptisés les journées du patrimoine de Tripoli. C'était comme un printemps de Tripoli, une sorte de rendez-vous annuel tous les printemps où on faisait découvrir à la population des lieux du patrimoine, mais qui sont complètement abandonnés. À Tripoli. À Tripoli, il y a eu Khan el-Askar, par exemple. C'est un caravansérail datant du XIVe siècle qui était fermé pendant 50 ans. Qui a été réouvert à un moment pour réhabilitation et refermé. Et les gens ne le connaissaient même pas. Ils ne savaient pas que derrière ce mur, il y avait ce caravansérail. C'était extraordinaire. Quand les gens sont rentrés dedans, les gens ont commencé ils étaient tous en larmes. Parce que c'est un lieu qui est magnifique et que les gens ne connaissaient absolument pas. On a fait aussi la Tour des Lions, on a réhabilité des escaliers, on a réouvert la gare de Tripoli qui était le terminus de l'Orient Express. Quelque chose d'extraordinaire quand les gens sont rentrés dedans. Pareil, ça faisait depuis la fin de la guerre que les gens n'ont pas mis les pieds dedans. Donc c'est cet apport-là au patrimoine réhabilité, mis en valeur, décoré par des plantations, des fleurs, de la lumière, des écrans géants, des événements culturels de toute nature, de la musique, de l'art, du théâtre, du cinéma, etc. On a aussi mis en valeur on a rendu hommage à des acteurs de Tripoli qui étaient complètement oubliés, etc. Vous savez que Tripoli était une des villes où il y avait le plus de salles de cinéma, Bien de sûr. théâtre. Il y a d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent à jeter un œil au livre de Hadi Zakka qui a fait le tri sur toutes ces salles de cinéma à Tripoli qui malheureusement sont aujourd'hui fermées et qui en fait projetaient des films très modernes
pour l'époque, est bien plus moderne que le reste que du le pays. reste du pays, exactement, exactement. Donc voilà, c'était un peu le cheminement, et tout cela a réellement créé une émulation réelle au sein de la population. Les gens avant cette expérience-là, disaient que le patrimoine n'était pas du tout une priorité. Ils nous riaient un peu au visage quand on leur en parlait, y compris les politiques de la ville. Ils disaient c'est pas une priorité, les gens ont besoin de manger et de boire. Et moi, mon combat, ça a toujours été. J'avais aussi les moyens de pouvoir offrir du riz, Mais il y a assez des choses, d'associations qui etc. travaillent sur Mais place. moi, j'ai persévéré dans ce chemin en disant c'est avec la culture que les gens vont pouvoir gagner leur vie, de leur propre sueur, avec beaucoup de dignité. On va leur donner la chance de pouvoir travailler dans les métiers du patrimoine, par exemple. Et pourquoi pas? Et Il donc, y a vous faites une énormément de formation pays. pour les métiers du Voilà, patrimoine. exactement. Quand on a vu les résultats de ce travail, on a décidé, et ça c'est venu après le soulèvement et la Covid. La ville était vraiment devenue il y a eu une situation économique catastrophique. Là, on s'est dit, plutôt que d'offrir des rations alimentaires qui vont rendre les gens encore plus dépendants, et on l'a vu, ça fait des décennies que les associations pratiquent cette chose-là. Je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire, j'admire les associations qui les font, mais les gens n'ont pas réussi à se sortir de ce dilemme, de ce problème Il économique. faut créer des emplois. Donc, nous, on a décidé de est... créer des emplois. C'est comme ça qu'on a fondé le Centre de formation professionnelle, le CFP de Tripoli, qui consiste à la fois à sauvegarder les métiers d'art qui sont réellement en perdition à Tripoli. On voit les gens nous disent c'est fini. Moi, mon fils, je ne veux plus qu'il passe toute sa vie dans un four. Par exemple, je parle de ceux qui font ceux qui soufflent le verre, par exemple. Ils me disent c'est un four à 2000 degrés. Moi, je ne veux pas que mon fils passe toute sa vie dans un four à 2000 degrés et qu'il continue à être un peu dans la misère, parce qu'on ne les a pas aidés réellement, on ne les a pas aidés à moderniser, à développer leur modèle, etc. Donc nous, on s'est dit, plutôt que d'offrir des rations alimentaires, nous allons consacrer cela, le même budget, à former des jeunes, à leur permettre de développer ces métiers, à leur permettre peut-être aussi d'aller vers l'étranger, apprendre des nouvelles techniques, apprendre des modèles beaucoup plus vendables, beaucoup plus modernes, et aussi de leur permettre de les commercialiser, par exemple sur les réseaux sociaux. Et combien de personnes ont bénéficié de ces formations? Alors, pour le moment, on a eu peut-être quelques centaines, pas plus. C'est pas mal, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. On n'a pas encore réussi à avoir nous avons déjà une équipe qui reforme la deuxième équipe, les nouveaux stagiaires, mais on n'a pas encore eu assez de financement pour pouvoir les envoyer à l'étranger ou les mettre en contact avec des firmes ou des entreprises à l'étranger, qui etc. pratiquent le même Voilà. C'est toujours métier. le problème budgétaire qui bloque Bien tout, sûr. parce qu'au Liban, on n'est vraiment pas aidé. Mais d'ailleurs, à propos de budget, d'où provient le financement de l'association? Alors, notre financement est 100% privé. Nous organisons des événements à Paris qui nous permettent de financer nos activités au Liban. D'accord. Et j'avais une question relative à Tripoli. Aujourd'hui, nous savons que c'est une ville où, il faut le dire franchement, il y a une montée de l'islamisme, une ville qui, on va dire, la plus pauvre du Liban. Est-ce que ce n'est pas compliqué de travailler dans le domaine culturel dans cette ville? Oui et non, je dirais oui et non, parce que c'est vrai que ce que les gens voient de l'extérieur, c'est une montée de l'islamisme, etc. Bon, il faut savoir qu'à Tripoli, il y a énormément de réfugiés qui font que l'on voit beaucoup
dans les rues, mais que derrière ce qu'on voit dans les caméras et dans les rues, il y a aussi une société civile qui est extrêmement active, dont je salue réellement le Bien travail. sûr, nous avons reçu des femmes d'ailleurs, qui sont une société exactement, civile de femmes, beaucoup de femmes, dirigées par des femmes exactement, qui font un travail extraordinaire. Donc ça, c'est Et puis, il y a aussi une société beaucoup plus silencieuse qui est là, qui ne demande que on lui organise des événements culturels, qui est ravie de pouvoir assister à tout cela. Pourquoi? Parce que c'est dans la tradition de la ville. N'oublions pas que Tripoli a toujours été appelée la ville des savants et de la culture. N'oublions pas que, on l'a précisé, il y avait énormément de vie culturelle dans les salles de cinéma, que le premier théâtre au Moyen-Orient a été créé à Tripoli, que les premières troupes de théâtre sont sorties de Tripoli. N'oublions pas qu'à Tripoli, il y a aussi énormément de gens qui sont certainement silencieux, mais qui n'attendent que ça. Je vous passe toute l'âge d'or de Tripoli que nous avons essayé de retracer dans un ouvrage un ouvrage collectif qui a été lancé à Paris à l'Institut du monde arabe en septembre dernier, qui est Tarablos fi Uyun Ahliha wal Jiwar, Tripoli dans les yeux de ses enfants et des environs. Tripoli a une vie extrêmement riche. Aussi, Tripoli n'est pas une ville pauvre. La ville de Tripoli est une ville extrêmement riche en potentiel. Elle a des infrastructures qui lui permettraient d'être une des plus riches du Liban. Elle a une foire internationale qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a un archipel extraordinaire. Elle a juste une mauvaise gouvernance, on va dire. Oui, et disons-le très clairement, c'est une mauvaise gouvernance. Depuis toujours, depuis 50 ans, il n'y a pas eu un seul projet viable à Tripoli. Tout ce qui se fait, il se fait par le biais des associations. Cette ville vit entièrement aux dépens des associations. Imaginez-vous s'il n'y avait pas ces associations-là. C'est catastrophique. Donc aujourd'hui, d'après vous, si on ne va pas trouver la solution générale, mais si en 3 phrases, vous devriez me dire quelle est la solution pour Tripoli? La solution viendrait de la culture, des choses qui unissent les Libanais, le patrimoine. Donc la promotion du patrimoine. Pourquoi le patrimoine? Parce qu'autour du monde du patrimoine, il y a énormément de métiers. C'est une richesse économique extraordinaire si on sait l'utiliser dans le tourisme, dans les métiers d'art, dans la cuisine. La cuisine tripolitaine est vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui est très connu, très réputé, très professionnel. Il y a également les monuments, il y a la réhabilitation des monuments. Nous, puisqu'on le pratique, on sait combien on fait travailler des gens au lieu de leur donner des rations alimentaires. On peut leur demander de nettoyer la ville, bien sûr, par exemple. Bien entendu. Voilà. Donc oui, je suis persuadée, et ça a toujours été ma philosophie et mon état d'esprit. Oui, avec la culture, on peut changer le monde. Bien sûr. Je voulais revenir rapidement sur ces journées dont vous nous avez parlé, qui sont les journées du patrimoine. On les voit d'ailleurs derrière vous, de cette initiative Turathi Turathak. Est-ce qu'elle continue aujourd'hui? Alors, l'association est très connue pour... Quelques personnes confondent Turath et Turathak avec le patrimoine Tripoli-Liban parce que ça a eu beaucoup de succès. Nous continuons à le faire. Par exemple, l'année dernière, nous avions lancé un hashtag Al-Aswaq Leouna, retrouvez-nous dans les souks, où nous avons organisé des concerts dans les souks parce que Tripoli n'a pas eu, comme les autres villes libanaises ou comme les autres villages libanais, de festivals, par exemple. Donc, nous avons estimé que on devait mettre l'accent et la lumière sur ces souks-là qui sont
extrêmement rares maintenant dans le monde et qui sont extrêmement authentiques, avec un savoir-faire extrêmement ancestral. Par exemple, donc l'année dernière, nous avions organisé dans les souks des journées des patrimoines, mais avec un peu moins organisé que les années précédentes, puisqu'il y a quand même pas mal de soucis cette année, de financiers, économiques, etc. Bien sûr, ça oui, mais c'est sûr qu'il y a les soucis financiers. Je voulais revenir sur cette initiative dont vous m'avez parlé tout à l'heure hors antenne. Et là, on va voir les images défiler. C'est cette carte, en fait, que vous avez initiée pour inviter les gens à voir un peu quels sont les sites intéressants à visiter. Donc, c'est une carte en ligne. Là, on la voit passer à l'écran. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, l'idée de la carte électronique vient du fait que il n'y a pas de carte papier de la ville et que les souks, par exemple, de Tripoli ont été construits par les Mamelouks en forme de labyrinthe, de façon à empêcher les conquérants d'attaquer très facilement. Donc, c'est très difficile de se diriger dans les souks. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il serait bon de créer une sorte de Google Maps qui permettrait aux touristes, par exemple, de visiter seuls la ville. Donc, à ce moment-là, ils peuvent tout simplement aller sur notre site qui est www.patrimoinetripoliban.com ou tripoliban.com et se diriger très facilement. Cette carte que nous venons de lancer est sur notre site donc et elle permet aux visiteurs aussi de faire une visite virtuelle puisqu'elle peut se faire de 3 façons différentes. La première façon, c'est les icônes. Par exemple, si on a envie de visiter les églises de la ville. On tape église et on a tous les endroits, on a l'icône de l'église à chaque endroit où il y a des églises. Pour cela, on a 3 façons de les visiter. Soit on se rend sur place et on se dirige via le Google Maps, soit on les voit sous forme de photos qu'on a prises avec l'historique, enfin toutes les informations nécessaires qui permettent de se situer et de savoir à quelle époque ça a été construit, etc., par qui. Et aussi de faire la visite virtuelle en 3D, c'est-à-dire à partir de Paris, c'est possible à partir de visiter des États-Unis, d'Australie, de partout, Tripoli. dans son canapé, on peut visiter toutes les églises de la ville ou tous les souks de la ville, tous les caravansérails de la ville, etc., etc. Donc c'est une carte très intéressante. Donc vous me disiez, elle vient d'être lancée? Elle vient d'être lancée sur notre site. Et elle est très facile. Alors, elle est aussi trilingue, en 3 langues. Donc, on a le choix entre l'arabe, le français et l'anglais pour ça, c'est parfait pour faire cette visite. Le maximum de pays. Voilà, je voulais faire cette visite virtuelle de la ville. Et c'est une façon aussi de mettre en valeur notre ville et de la faire connaître, de la promouvoir. Bien sûr, ça fait partie de votre mission avec Patrimoine Tripoli-Liban. Tout à fait. Joumana, rapidement... Mais le plus important dans tout notre travail, je tiens quand même à le préciser, c'est le combat que nous menons aussi dans la chasse aux promoteurs immobiliers. Et ça, c'est un véritable casse-tête, puisque on se rend compte que de plus en plus, il y a une mafia organisée à Tripoli qui essaye de vandaliser ou tout simplement de démolir un bâtiment pour le reconstruire différemment ou de le transformer en parking, tout simplement. Et les exemples sont nombreux là-dessus. Bon, il y a des moments où nous avons gagné et d'autres moments où nous avons perdu pas mal de bâtiments. Par exemple, Masrah al-Enja, qui est le théâtre Enja, pour lequel nous avions beaucoup milité, a été vandalisé. On a retiré quelques pierres à la base du bâtiment, ce qui fait qu'à un moment donné, on déclare que le bâtiment
est un danger public et C'est la même stratégie qu'il y a à Beyrouth d'ailleurs. Pour voilà, détruire exactement. les Et ça emplacements. commence à être vraiment insoutenable à Tripoli, au vu et au su de toutes les instances de la ville, sans que personne ne bouge. Alors, notre association fait le sale boulot et nous sommes vraiment les seuls qui passons par les fenêtres, par les portes, pour identifier un petit peu les endroits où sont cachées les pierres, parce que ces pierres-là sont classées comme on classe le diamant. Il y a des pierres qui sont à 5 dollars, d'autres à 100 dollars, etc. Et même les caractéristiques patrimoniales de certaines maisons anciennes, il y en a énormément à Tripoli. Les balcons, les beaux windows, toutes ces choses-là, le marbre, les fontaines, toutes ces choses-là sont malheureusement retirées des maisons anciennes à Tripoli et ils sont vendus dans d'autres secteurs. Et c'est aussi une des actions les plus importantes que nous avons, que nous faisons Mais comment vous faites en régulièrement. pratique? Alors, en pratique, on fait le travail de... On lance une alerte, ça passe dans la presse, on saisit le ministère de la Culture qui nous répond ou qui ne nous répond pas, tout dépend Du ministre. Oui. ou de l'intérêt Faut que dire l'on les choses porte comme elles sont. ou l'intérêt que l'on porte à telle ou telle personne, tel ou tel propriétaire. Par exemple, un des derniers propriétaires, le jour où nous l'avions un peu coursé, il nous a montré l'autorisation de démolition, alors qu'il Qui s'agissait... venait du ministère de la Culture. Absolument. Alors qu'il s'agissait d'un énorme bloc, un pâté de maison entier qui était dans la zone tampon. C'est-à-dire qu'on passait de la partie moderne de la ville vers la vieille ville. Et ce pâté de maison-là, c'était vraiment l'entrée de la ville. Donc, c'est comme si on enlevait la pancarte qui annonce l'entrée vers la vieille ville. Et pour moi, c'est vraiment un drame. Je vous assure que j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois que je passe là-bas, parce que ça s'est tout simplement transformé en parking. On a démoli un immeuble datant du XIVe siècle pour en faire un parking. Et je pense que c'est là où il y a vraiment quelque chose de très important à faire. Parce que ce patrimoine-là, c'est notre identité. Et voyez-vous comment moi, j'ai fait tout le cheminement pour aller vers ma recherche identitaire et savoir qui je suis exactement. Et c'est ça qui peut... Et on l'a très bien vu, monsieur Macron, quand il a visité le Liban, il est allé voir Fayrouz. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne, c'était un message qu'il adressait à la population, aux Libanais, pour leur dire allez vers votre patrimoine, votre culture. C'est ça qui va vous unir. Tout le reste va vous diviser. C'est exactement l'expérience qu'il y a eu dans les pays du Balkan. Ils se sont fait la guerre pendant des guerres fratricides, pendant des mois, pendant des années. Et le jour où ils se sont retrouvés autour de leur culture, autour de la musique classique, autour de leurs écrivains, ils se sont regardés comme ça et se sont dit c'est la médiation culturelle qui va nous permettre de revivre en paix ensemble. Le patrimoine, c'est notre histoire. Notre histoire, elle peut être encore vive, elle peut être douloureuse, mais ça restera notre histoire. On n'y changera rien. Et le fait de démolir cette histoire ne va rien changer parce que la haine entraîne la haine. Alors, ce patrimoine-là, c'est notre richesse et c'est comme ça que nous pouvons profiter au mieux de notre pays et faire de lui un pays réellement touristique. L'exemple de Gemaizé et après, le poste... Enfin, cette expérience de l'initiative de Rebuilding Beyrouth l'a bien montré. C'est ça notre patrimoine et c'est ça notre culture et c'est ça l'avenir de notre pays. Le patrimoine n'est pas le passé, c'est vraiment le futur, c'est vraiment notre avenir. Bien sûr.
Et j'espère que les personnes au pouvoir entendront ce très beau message de fin. On conclut cette émission avec ce message: préservons notre patrimoine, parce que finalement, c'est lui qui sauvera des centaines et des milliers d'emplois, et c'est aussi lui qui représente la meilleure image de notre pays. C'est surtout ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Joumana Chahal Tadmouri. Merci pour le travail que vous faites à Tripoli. Tripoli, je le rappelle, une ville qui a un passé extraordinaire. Donc, je vous invite à à découvrir ce passé sur la carte en partenariat avec Google Maps que l'association Patrimoine Tripoli-Liban met à disposition des personnes intéressées par la ville. Notre invité de la semaine, c'était Joumana Chahal Tadmouri, spécialiste, on va dire spécialiste du patrimoine, donc spécialiste du patrimoine, fondatrice de l'association Patrimoine Tripoli-Liban. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.